On le sait, ça va être... là, préparez-vous. Mois de novembre, ça va être gros. Il y a les élections municipales qui s'en viennent. Et on aura aussi la chance, et l'honneur même. Moi, je vous dirais... On l'a pas mérité, mais on l'aura quand même. On aura droit à un budget, imaginez-vous donc. Après, après quoi? Un an? Déficitaire. Et pas à peu près. Là, les prédictions nous parlent d'un budget déficitaire à la hauteur d'à peu près, ou peut-être plus, de 100 milliards de dollars. Je vous rappelle qu'avant la pandémie, ou tout juste avant, la dette totale du Canada était de 150 quelques milliards. Ah, c'est bon, ça. On investit. On dépense pas, on investit. Et là, évidemment, qu'ils sont en préparation, eux autres. Là, je vous parle des libéraux de Mark Carney pour essayer de nous expliquer que tout ceci est normal. Je sais pas s'ils sont allés de la bonne façon, mais on va analyser tout ça avec notre chroniqueur Vincent Gelozo qui est là. Vincent, ça va coûter un bras, là, comment qu'il dit ça? Cette guerre-là. On est dans un budget d'après-guerre. Ça, c'est le ministre Champagne qui nous a dit ça, là. Wow! Mais il y a tellement... Écoute, c'est là que j'étais un peu irrité de faire ça parce que ce qui se passe ici, c'est le fait qu'il n'y a personne qui ait repris le ministre sur cette affirmation-là montre que parmi la classe du commentariat, il y a une absence de connaissance de l'histoire économique. Premièrement, après les guerres, les budgets, ils réduisent. OK? On va commencer avec ça. Systématiquement, après les guerres, les budgets des États se réduisent. Ils se réduisent rarement au niveau que c'était pré-guerre relativement à la taille de l'économie. C'est ce qu'on appelle l'effet de cliquet. Donc, il y a ça. Mais le deuxième, c'est que c'est juste... Il y a comme un détail historique qui est oublié. La période, quand tu prends le revenu des Canadiens en pourcentage des Américains, donc tu prends l'écart entre nous et les Américains, cet écart-là a arrêté de se refermer après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à peu près depuis les années... Il a augmenté un petit peu dans les années 40, 50, puis après ça s'est pas mal stabilisé depuis, de telle sorte que le Canada n'a pas eu de rattrapage économique avec les États-Unis depuis, alors que dans une période plus tôt, il y a à la fin du 19e, début du 20e, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Canada était non seulement en train de fermer l'écart avec les États-Unis, il a fermé à peu près le tiers de l'écart qui existait en l'espace de quelques années, mais le Canada avait la croissance la plus rapide de tous les pays occidentaux. Quand je dis la plus rapide, par tête de pipe, on allait à plus que 3 % par année. C'est gigantesque. Wow. Et sais-tu qu'est-ce qu'il y avait de différent entre les deux périodes? Non. Les politiques publiques. Et les politiques publiques de post-guerre, post-deuxième guerre mondiale au Canada, c'est plus d'interventionnisme dans l'économie. Là, je parle pas de l'État-providence, je parle de réglementation, je parle de nationalisme économique, je parle de nationalisation de certains secteurs clés, de réglementation sur l'investissement étranger. Ben, c'est un peu là qu'on a forgé, on a forgé un peu notre fameuse identité canadienne. Là. On n'est pas pareil, nous autres. On a plus de gouvernement, plus de règles, plus de ci, plus de ça. Là. Écoute, l'identité canadienne là, que le ministre pense en tête, c'est l'identité que lui se met au milieu d'un rôle incroyable de créateur de la nation. Ouais. Mais cette période-là n'a pas été associée à du rattrapage économique. En fait, c'est une stagnation relative. Oui, on a continué de s'enrichir, mais c'était loin d'être la vitesse qu'on avait dans le passé. Et surtout, relativement aux États-Unis, c'était fini le rattrapage avec les États-Unis. La période avant, où les ministres ne faisaient presque rien quant à l'investissement étranger, donc la première période dont je te parlais, c'est la période dans laquelle tu prends l'écart entre nous et les États-Unis, là, les 2/3 de cet écart-là qui s'est refermé, la partie qui s'est refermée, les 2/3 se sont passés dans la petite période de moins de 20 ans avant la Première Guerre mondiale. Ouais. Puis c'est tout parce que les investissements étrangers viennent au Canada, parce qu'il y avait un climat d'affaires très favorable et qu'il y avait peu de barrières réglementaires qui existaient. Alors que dans la deuxième période, on a ajouté des réglementations, on a taxé lourdement, on a découragé à toute fin pratique l'investissement. Puis après ça, il y a plein d'économistes aussi qui disent le puzzle de la productivité au Canada, c'est parce que l'État a trop intervenu. Ouais, on a même une image de ça. La période dans laquelle on l'a pas faite, on a rattrapé. Fait que c'est peut-être le temps que le ministre arrête de s'imaginer comme une sorte de grand ingénieur social qui va améliorer la société parce que lui, il a un plan. Lui, il a même un plan d'investissement avec des Nordvolt dans sa tête. Non, ça marche pas comme ça. L'activité économique, la création de richesse se fait en créant des climats d'affaires qui sont
qui assure que l'État fait les fonctions fondamentales, rien de plus. Moi, je veux même en revenir sur le terme, là, parce que ça, là, il l'utilise pour se justifier, pour s'essuyer faux-foune avec ça, puis dire, regardez, là, c'est l'après-guerre, hein, fait qu'on n'a pas le choix, là, puis alors que tu viens de démontrer que ça n'a rien à voir. Mais même l'utilisation du mot guerre, tu sais, est-ce qu'on est vraiment en guerre ou on est juste face à notre inefficacité historique à développer nos ressources puis à s'occuper de nos affaires? Puis c'est-tu vraiment... On est-tu en guerre, là, Vincent? Écoute, je vais citer un des plus grands penseurs de gauche du 20e siècle américain. Là, il s'appelait Randolph Bourne et il disait « La guerre, c'est la santé de l'État. » Et qu'elle soit réelle ou non. Donc, l'idée ici, c'est que les politiciens aiment inventer des crises pour les exploiter, pour faire des politiques publiques qu'ils auraient voulu faire anyways. C'est, à toute fin pratique, l'idée des crises, c'est souvent des prétextes pour des choses qui étaient déjà défendues. La réalité, c'est que le Canada, ce qu'il a besoin, c'est de revenir à des politiques où est-ce qu'il... Puis on en a déjà parlé, toi puis moi, dans d'autres chroniques, où est-ce que je te dis qu'au Canada, on limite la concurrence beaucoup avec des lois comme qui limite la concurrence dans le secteur aérien, comme dans les télécommunications, comme dans le secteur minier, comme dans le secteur bancaire, où est-ce qu'on interdit aux firmes étrangères d'entrer dans le marché, de faire concurrence à des compagnies canadiennes, et on parle que tu prends toutes ces espèces de restrictions-là, plus les monopoles d'État, parce qu'il y a des monopoles d'État qu'il faut jamais oublier, puis un monopole, c'est pas bon pour les prix, ça augmente les prix et ça augmente les coûts d'opération. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est à peu près un tiers de l'économie canadienne qui est protégée de concurrence à un degré ou à un autre. Donc, c'est le temps d'enlever ces barrières-là. Le ministre, ce qu'il devrait faire, c'est arrêter de se servir de toutes les opportunités de crise pour faire les choses qu'il voulait faire. Il devrait juste s'asseoir, prendre le salaire d'être ministre, avoir l'air d'une bonne personne, avoir l'air d'une personne noble, d'être un whatever, statesman, comme on dit en anglais, et il devrait aussi ne rien faire. Donc, ça serait bien qu'on le paye juste pour se sécher les dents. Mais, tu sais, parce que si je voulais faire de l'enflure, là, puis que je voulais faire un peu jouer leur game, là, tout ce que tu viens de me décrire comme étant le Canada, là, les barrières, les réglementations, je pourrais dire que le gouvernement fédéral fait la guerre à ses citoyens. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, utiliser des mots comme ça pour se donner une stature... Il n'y a personne qui gagne. Écoute, il est allé jusqu'à dire, je vais le citer là, dans l'article ici, là, je dirais même que c'est un bon moment, croit le ministre des Finances. Il estime que le retard du Canada n'est qu'avantageux. Tabarouette, hein? C'est une bonne chose, dans le fond, qu'on traîne la patte, on va pouvoir monter. Écoute, je te dirais que... Mais c'est un ministre, Vincent, c'est lui qui dit ça. Il y a une frustration. Tu me dis ça, puis je suis en train de m'irriter un peu à l'égard de ce propos-là, parce que l'écart de productivité entre le Canada, donc à quel point on est capable de produire par heure de travail, est très bien établi comme fait. Et l'idée que cet écart-là ne se referme pas, puis cet écart-là est important parce que c'est ça qui détermine notre niveau de vie. Donc, plus on est productif, plus on est prospère. Ben, cet écart-là, il se referme pas, puis ce qu'on nous propose, c'est même juste une autre version de la même chose qu'on fait depuis les années 50. Donc, à un moment donné, je pense que c'est le temps qu'on arrête de les excuser puis de leur laisser se servir d'une excuse ou de se créer des prétextes en utilisant l'enflure verbale de dire qu'il y a une crise, il y a une guerre, l'équivalent. Ces enflures verbales-là leur donnent une licence et pour continuer des mauvaises politiques publiques ou d'en rajouter à la couche qui existe déjà. C'est le temps de faire un retour en arrière vers une période dans laquelle on laissait l'investissement étranger venir au Canada, on laissait l'investissement des Canadiens pouvoir être canalisé vers des industries naissantes, qu'on mettait pas de barrière dans les packs de l'innovation, mais surtout parce que la chose, quand il dit investissement, moi, ce que j'entends, c'est on va donner des Nordvolt. Ouais. J'entends des histoires d'horreur de dépenses publiques pour des entrepreneurs politiques, pas des entrepreneurs de marché, des gens qui font du capitalisme, de copinage, qui s'acoquinent avec le ministre pour avoir des traitements de faveur. Et on va avoir des repeats de ça, puis les contribuables vont payer la facture. Mais ça va être des bâtir Maison Canada. Là. Ça va être que ça va être des affaires de même. Non, mais c'est ça. Écoute, puis en même temps, JC le cynique vient d'arriver. Salut, Vincent. Je veux juste te dire que ça a juste pris elbows up pour que les Canadiens sautent dans le bateau.
Elle a juste pris ça. Mais c'est pour ça que j'ai cité tantôt le personnage que je te mentionne, Randolph Bourne, qui disait la guerre, c'est la santé de l'État. Si on pouvait remplacer le mot guerre par crise, c'est un propos généralisable. Ouais. Et je pense que ce que j'inviterais tous les gens à faire, c'est quand un politicien vous parle de crise, soyez très, très vigilant à l'égard de qu'est-ce qu'il dit par la suite, parce que c'est souvent l'utilisation d'un prétexte utile pour dire des choses qu'il aurait voulu faire indépendamment de la crise ou non. Même, je me souviendrai d'une quote de Barack Obama qui disait « Une crise, c'est une chose atroce à gaspiller ». Ah oui. Hein. Ce qui est absolument terrifiant comme citation, parce que ça dit que en fait, il n'y a pas de sincérité dans la proposition qui est faite, c'est que du cover. Puis si les gens reconnaissaient ça, bien, ils seraient capables d'analyser à quel point la crise qui est mentionnée est un prétexte ou, comme on dit en anglais, genuine, j'ai le mot français m'échappe, mais véridique ou valide. Valide, donc cette crise-là. Juste un peu de prudence et d'hésitation face à des propos comme ça serait un excellent vaccin et antidote. Tu me parles de ton personnage. Quand je vais te laisser avec un homme politique qu'on connaît bien ici, c'est le maire de Québec, qui est allé dire ça, lui, dans un congrès avec d'autres maires. Regarde, on se laisse là-dessus. Je vais peut-être te laisser réagir si tu veux. Mais ce que tu dis là, lui, il l'a dit sans aucune gêne, comme si c'était un playbook. Donc, je te fais écouter ça. Voilà. Moi, dans le changement organisationnel, j'utilise un modèle de John Carter à Harvard. Hein? Ça a l'air savant de même, mais je l'utilise parce qu'il est simple. Première étape, créer un sentiment d'urgence. Et voilà. Écoute, ça me rappelle, il y a une citation il y a un autre grand satiriste américain, puis là, j'ai eu à demander à ChatGPT de traduire la quote en même temps que tu me l'as passé parce que je la connais juste en anglais, mais sa quote résume très bien la chose parce que c'est pas... il prétend qu'il est très, très, très brillant, le maire de Québec, mais en réalité, il fait juste reprendre une vieille quote qui dit le but pratique de la politique est de maintenir la population dans un état d'alarme et donc de la faire clamer sa propre sécurité en l'effrayant sans fin avec une série de hobgoblins, la plupart imaginaires. Incroyable. Merci, Vincent. C'est beau. Toujours un plaisir. Hobgoblin, c'est un croque-mitaine. Des épouvantails. Un bonhomme 7 heures, et voilà. Un bonhomme 7 heures. Salut, Vincent. Bonne semaine. Toujours un plaisir. Bye.